l'IUCT. Il y a eu des petits couacs ce matin, on vous a dit que la conférence était annulée, mais heureusement, aussi sec, grâce à Élise, on a dit que la conférence avait lieu, donc merci d'être venus nombreux. On est très heureux d'accueillir, alors aujourd'hui c'est les journées de l'éthique à l'Institut. Alors vous allez me dire, en octobre, vous avez déjà dit ça. Là, c'est les journées de formation à l'éthique. Donc, il y a 2 jours de formation, hier et aujourd'hui. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ces formations, on les fait chaque année. Donc, tous les personnels d'ici peuvent s'inscrire à ces journées de l'éthique. Et dans ce cadre, ben, on ouvre l'éthique à tout le monde et on invite un conférencier prestigieux. Donc aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter le docteur Julien Delrieux, qui est pas venu de très loin, puisqu'il est venu de l'autre côté du CHU Purpan. Donc il est neurologue et impliqué dans des projets cliniques dans la gérontologie et la gériatrie, et surtout dans les problèmes cognitifs. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de votre invitation. Donc oui, je suis docteur Delrieux, je suis responsable du centre mémoire du Gérontopole de Toulouse. Donc j'ai une activité qui est globalement partagée entre la recherche clinique et mon activité clinique. Et dans le contexte puisqu'on parle d'éthique, je ne peux pas quand même faire l'impasse sur la déclaration de mes conflits d'intérêts. Donc je suis essentiellement des conflits en lien avec mes activités d'investigateur au sein d'essais thérapeutiques. Donc aujourd'hui, on va parler d'éthique et de troubles cognitifs. On aurait pu parler de beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de situations qui sont complexes à gérer sur le plan éthique quand on prend en charge des personnes avec des difficultés cognitives. J'aurais pu vous parler des patients qui sont hospitalisés au sein d'unités protégées alors qu'elles ne souhaitent pas être hospitalisées dans les unités protégées. J'aurais pu vous parler des patients avec un syndrome démentiel qui sont institutionnalisées en EHPAD et ce n'est pas leur souhait d'aller en EHPAD et pourtant elles sont admises en EHPAD. Je vais plutôt vous parler de sujets que moi je constate un peu plus dans ma pratique de tous les jours. Une partie un peu qui va être en lien avec la recherche clinique. Donc là, on va un peu parler de recherche clinique chez la personne âgée et du fait que cette patientèle-là soit totalement sous-représentée dans les essais cliniques d'une manière générale. Quand on parle de recherche clinique chez des personnes âgées, et encore plus chez des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, il y a toujours cette notion de consentement éclairé qu'il est toujours intéressant d'aborder. Et puis le gros quand même, le gros de la discussion sera par rapport au diagnostic, et notamment au diagnostic précoce, parce que vous le savez, dans les pathologies neurocognitives, la plus fréquente est bien entendu la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on a très peu de ressources sur le plan thérapeutique et notamment sur le plan médicamenteux. Très très peu. On va en avoir sur le moyen terme, mais actuellement, on n'a pas de ressources véritablement très efficaces. Et pourtant, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a une vraie démarche pour réaliser un diagnostic de plus en plus précoce. Et donc, on va réfléchir un petit peu en quoi ces éléments-là sont réellement éthiques de diagnostiquer le plus précocement possible des pathologies, finalement, chez des patients chez qui on a peu d'éléments médicamenteux, en tout cas, pour réfléchir la courbe d'évolution. Donc je vais vous montrer un peu tous ces différents éléments. Donc on va commencer un peu de manière introductive à l'accès des sujets âgés à la recherche clinique. On est obligé de se poser cette question-là quand on parle de troubles cognitifs, parce qu'on est bien d'accord que le principal facteur de risque pour développer des troubles cognitifs et a fortiori des pathologies neuroévolutives, ça reste l'âge. Donc déjà, la définition de qu'est-ce que peut être une personne âgée, évidemment, c'est quelque chose de très évolutif. On voit qu'il y a 50 ans, on ne définissait pas une personne âgée comme on la définit aujourd'hui. Ce seuil ne cesse d'augmenter. Si on prend des références de 94, on était à 65 ans. On sait bien qu'à 65 ans, aujourd'hui, on est en pleine bourre, on n'est plus une personne âgée. Donc cette définition ne tient pas. Et ce seuil, il est remis en cause régulièrement. Il a été mis en cause par l'EMA en 2006 et on sait que finalement, il y a des modifications biologiques qui se font quand même parfois plus tardivement. Un élément que l'on prend vraiment en compte dans la définition de la personne âgée maintenant, c'est quel est son statut en termes de fragilité,
en termes de robustesse. Alors cette fragilité, souvent, on peut l'évaluer sur le plan intellectuel, mais on peut l'évaluer sur le plan physique. Est-ce que la patiente marche plus lentement? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle perd du poids? Ce type d'éléments-là sont des éléments un peu qualitatifs, mais également qualitatifs qui permettent un peu de déterminer ce qu'est une personne âgée. Et finalement, c'est un peu une évidence, mais l'âge physiopathologique est quand même beaucoup plus pertinent que l'âge calendaire. Et c'est un travail qu'on essaie de faire sur le gérontopole avec un certain nombre d'unités dans le cadre de l'IHU, d'essayer de déterminer au mieux avec des éléments biologiques quel peut être l'âge biologique d'une personne. Alors pour vous illustrer un petit peu la sous-représentation des sujets âgés dans les essais cliniques, j'ai trouvé cet article qui, justement, c'était des retours d'analyse d'essais cliniques dans des CPP. Et donc, ils avaient pris, au cours des 6 derniers mois, tous les essais cliniques qu'ils avaient vus passer, ils en faisaient une analyse. Donc, sur les 225 essais cliniques qu'ils avaient vus passer, 65 excluaient les personnes âgées de manière assez logique, puisque la maladie qui était ciblée ne concernait pas cette patientèle-là. Sur 160, il y en avait 5 qui ciblaient spécifiquement les personnes âgées. Et sur les 155 qui restaient, finalement, ce qu'il était déterminé, c'est que l'âge limite supérieur n'était absolument pas justifié pour exclure les personnes âgées de ces essais. Et c'est assez curieux de constater quand même que même dans les essais cliniques qui s'adressent aux personnes âgées parce qu'elles traitent des maladies qui sont liées à l'âge. Donc je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Même dans ces essais-là, il y a des limites supérieures d'âge qui fait que les personnes âgées sont exclues. Donc je vous ai pris 2 exemples, un exemple dans la maladie de Parkinson et un exemple dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie de Parkinson, il y a eu cette revue qui a été faite où il montrait que 37% des études qui visaient à évaluer un traitement médicamenteux dans la maladie de Parkinson excluaient totalement les patients de plus de 75 ans. C'est quand même assez énorme. Et les études qui acceptaient les personnes de plus de 75 ans ne précisaient que rarement le pourcentage de sujets de plus de 75 ans dans l'étude. Donc finalement, oui, 75 ans, il n'y avait pas de limite supérieure, mais on ne savait pas s'il y avait des âgés ou des très âgés. Et finalement, dans les seules études où c'était précisé, finalement, cette patientèle-là, elle ne représentait que 5,5% des patients qui étaient inclus dans les études, ce qui est quand même très très peu, et ce qui montre à quel point quand même, et c'est un véritable problème, les patients qui sont inclus dans la recherche ne sont absolument pas représentatifs des patients que l'on traite ensuite. C'est également le cas dans la maladie d'Alzheimer. Je vous ai pris cet exemple-là parce qu'il n'y en a pas l'argamanu d'études positives et que ce traitement est déjà disponible dans certains pays et on peut imaginer en Europe à moyen terme. Donc c'est une étude avec un anticorps monoclonal qui a montré une efficacité sur le ralentissement du déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer, mais il y a tout un tas de critères d'éligibilité qui sont clairement faits, c'est toujours pareil, pour essayer d'avoir une population homogène qui va le mieux possible, mais du coup qui nous écarte totalement de la patientèle que l'on va traiter. Donc les plus de 85 ans sont exclus, alors qu'on sait très bien que quand même l'âge est un facteur de risque exponentiel de la maladie d'Alzheimer. Les patients avec comorbidité sont exclus. Les patients qui ont une exclusion, une contre-indication à l'IRM sont exclus. Tous les patients qui ont des antécédés d'AVC sont exclus. Donc tous ces patients sont exclus de la recherche et on se demande, nous, praticiens, quand ces traitements vont être disponibles en pratique clinique, de quelle manière on va pouvoir appliquer. Et on a peur quand même qu'avec l'agisme, on ne puisse pas répliquer dans cette patientèle-là ce type de traitement. Alors, qu'est-ce qui fait que les patients âgés sont très largement sous-représentés dans les essais cliniques? Déjà, effectivement, il y a recueillir le consentement éclairé peut parfois être compliqué. On peut entendre que le fait que ce soit des patients multimorbides avec beaucoup très polymédiqués, ça soit un problème par rapport aux interactions. Après, c'est effectivement des patients où très souvent, c'est plus long.
pour l'investigateur, c'est quand même plus coûteux, c'est quand même aussi plus chronophage. Mais en grande partie aussi, c'est lié à des restrictions qui sont liées au protocole. Alors comment on peut faire un peu pour changer ces pratiques, pour susciter un peu la proactivité des personnes âgées et un peu le droit à l'innovation, parce que les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, elles ont le droit de bénéficier des innovations et de participer à la recherche clinique si c'est leur souhait. Sur notre centre, on a essayé de mener 2 initiatives. La première, c'est qu'on a développé notre propre centre de recherche clinique qui est autonome et qui est indépendant et qui est sur le site de la Grave, où à la fois on participe bien sûr à des essais à promotion industrielle, mais là aussi où on fait nos études académiques. Donc ça c'est un bon point. Et si vous voulez, moi le centre de recherche clinique, il est juste à côté du centre mémoire. Donc c'est aussi extrêmement rassurant pour le patient de savoir qu'il va être suivi dans l'équipe qui est à côté quand il va participer à la recherche. Et puis on a également développé il y a quelques années une équipe mobile de recherche clinique, où cette équipe de recherche clinique se déplace au sein de l'hôpital, dans des unités gériatriques ou non, se déplace dans les centres hospitaliers généraux, se déplace au domicile et se déplace dans les consultations de santé pluriprofessionnelle. Donc l'objectif est clairement d'essayer de donner un accès aux personnes âgées facilité pour la recherche clinique. Deuxième élément, c'est par rapport au recueil du consentement éclairé par rapport à la personne âgée et par rapport à la personne âgée qui a un trouble cognitif. Alors, la législation, qu'est-ce qu'elle nous dit? La législation européenne fait état introduit la notion de la vulnérabilité, c'est-à-dire que une recherche médicale impliquant un groupe vulnérable, donc on peut considérer que les patients qui ont un trouble cognitif sont vulnérables, se justifie si elle correspond aux besoins et aux priorités sanitaires de ce groupe et qu'elle ne peut pas être effectuée sur un groupe non vulnérable. Ça, c'est globalement le cas. La loi Hurier en France, par contre, elle n'introduit pas du tout cette notion de vulnérabilité. Pour elle, le recueil du consentement, il est essentiellement problématique chez les mineurs ou chez les majeurs qui sont tutelles. Et finalement, la capacité à consentir, elle n'est pas tellement mise en évidence. Alors, quels sont les éléments que l'on peut utiliser pour essayer un peu de pallier à cette difficulté-là? Alors, il y a 2 éléments. La personne de confiance peut être un premier élément. Et après, il y a la capacité que l'on a à évaluer la capacité à consentir du patient âgé avec trouble cognitif. Donc, la personne de confiance, c'est pas la panacée, hein, on le sait. Hein, ça doit être quelqu'un de majeur, qui peut assister aux entretiens médicaux, qui a une aide à la décision, mais qui a finalement un rôle qui est uniquement consultatif, et donc parfois l'objectivité n'est pas non plus certaine. Par rapport à la capacité à consentir, il y a 2 éléments qui doivent être vraiment vérifiés. C'est la vérification de la compréhension de ce qui est expliqué au patient et l'évaluation de la capacité qu'il a à donner un consentement éclairé. Nous, on pense, d'une manière générale, c'est le cas, c'est qu'une personne âgée, elle a une capacité à consentir qui est théoriquement tout à fait respectée. La question vraiment qui se pose, c'est spécifiquement chez les patients qui sont âgés et qui ont des difficultés cognitives. Donc il y a plusieurs points qui peuvent être vérifiés. La capacité à faire un choix indépendant, la capacité à comprendre l'information, à comprendre la situation, à manipuler rationnellement l'information qu'on lui donne, et la capacité à se rappeler sa décision. Je ne vous cache pas que ça, c'est un élément qui est quand même assez problématique quand on fait consentir une personne qui a des troubles cognitifs et a fortiori avec un trouble de la mémoire, parce qu'il est justement là pour ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? En pratique, bien sûr, c'est bien d'évaluer. Alors, s'il est là pour participer à un programme de recherche thérapeutique sur la mémoire, a priori, on connaît déjà quand même la sévérité de ses difficultés. On ne va pas évaluer que sa mémoire, bien sûr qu'on va évaluer sa mémoire, mais on va évaluer aussi la pertinence de son jugement et de son raisonnement.
Ça peut être intéressant aussi de s'enquérir de l'avis d'un praticien extérieur. Et puis, ça peut être intéressant d'utiliser des outils, il y a des échelles spécifiques pour évaluer la possibilité d'un consentement éclairé et particulièrement chez les personnes qui ont des difficultés cognitives. Et donc, il y a un outil consensuel qui existe en Europe qui permet de contrôler la capacité à juger les patients pour qu'ils émettent leur consentement de manière éclairée. Et c'est l'UBAC. Alors vous voyez, il y a combien de questions? Oui, il y a une dizaine de questions. Donc voilà, si on se place dans l'objet de la participation à un programme de recherche thérapeutique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, par exemple, quel est l'objectif de l'étude qu'on vient de vous décrire? Bon, pas si on décrit une étude de recherche pour un médicament de la mémoire, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes d'accord pour participer à cette étude? Bon, soit améliorer ma mémoire ou ralentir le déclin, aider les autres, la participation à l'objet collectif. Pensez-vous qu'il s'agit d'abord d'une recherche ou d'abord d'un traitement? C'est une recherche. Pensez-vous que vous êtes obligé de participer à cette étude? Non. Si vous vous retirez de cette étude, pouvez-vous alors recevoir le traitement habituel? Oui. Donc vous avez tout un tas de questions comme ça, vous en avez une dizaine sur les bénéfices potentiels, les risques que le patient encourt, ce type de questions-là. Et en fonction du score, il y a des scores validés qui permettent de déterminer si le consentement est valable, entre guillemets. Alors, je vais vous dire franchement les choses, en pratique, je n'utilise pas cette échelle. Mais finalement, cette échelle, elle est assez intuitive. Elle repose sur des questions qui sont du bon sens et que l'on a l'habitude de présenter et de discuter avec le patient. Ensuite, on va arriver dans l'enjeu qui est l'enjeu principal que je voudrais discuter avec vous, qui est celui du diagnostic précoce. Et autant les aspects thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer n'ont pas fortement évolué au sein de ces 20 dernières années, autant les critères diagnostiques sont révisés de manière très régulière pour y implémenter les derniers éléments, les derniers biomarqueurs qui nous permettent de faire des diagnostics de plus en plus précoces. Parce que quand on faisait le diagnostic de maladie d'Alzheimer dans les années 80, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, ce patient, il a un trouble de la mémoire. On lui faisait un scan à l'époque, on disait il n'y a pas de tumeur, ça doit être une maladie d'Alzheimer. C'était un diagnostic qui reposait quasi exclusivement sur une démarche d'élimination et d'argument de fréquence. Et puis petit à petit, à partir des années 2000 et notamment en 2007, il y a des éléments plus objectifs, positifs, qui ont été implémentés dans cette démarche diagnostique. Donc on a commencé à regarder l'atrophie des hippocampes. Vous savez, ces structures de la mémoire qui sont impliquées ces structures du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire. On a commencé à implémenter les marqueurs de la ponction lombaire, avec les différentes protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer, que l'on peut doser. On a également implémenté la TEP cérébrale au FDG, avec des patterns d'hypométabolisme particuliers. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ces implémentations, il y a eu des critères qui ont fleuri, qui ont permis d'aboutir au concept de maladie d'Alzheimer préclinique. C'est-à-dire, le patient a biologiquement une maladie d'Alzheimer, mais il n'en a aucun symptôme. C'est assez intéressant de voir le gap qu'il existe entre notre capacité à diagnostiquer très en amont du développement de la maladie et notre incapacité, entre guillemets, à avoir un traitement médicamenteux qui ait du sens. Alors, je vous ai mis cette image. Alors, vidéo qui devrait marcher, où là, vous voyez, c'est une TEP amyloïde chez un patient qui a une maladie d'Alzheimer présymptomatique, c'est-à-dire ce patient a une maladie d'Alzheimer génétique, mais n'en a pas encore développé les symptômes. Et on sait qu'il va développer la maladie, puisque la mutation dont il souffre est une mutation causale. Et vous voyez, en bas, vous avez le temps estimé par rapport au début de la maladie clinique. On voit que les dépôts de protéines amyloïdes, ils se font environ
20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc finalement, on a une fenêtre temporelle, biologique d'au moins 20 ans où on pourrait mettre en place des thérapies préventives qu'on n'a pas aujourd'hui, mais on a 20 ans de délai entre le développement biologique de la maladie et son développement clinique. Et dans cette étude qui avait été menée spécifiquement chez des patients qui avaient une maladie d'Alzheimer génétique présymptomatique, on voit effectivement que la majorité des biomarqueurs dont on dispose dans cette maladie bougent bien avant l'apparition des premiers symptômes cliniques. Donc si vous regardez 0, c'est le moment où le diagnostic de la maladie clinique est réalisé. Ben vous voyez l'atrophie hippocampique, le volume des structures hippocampiques, il diminue déjà une petite dizaine d'années avant. L'hypométabolisme en TEP cérébral au FDG bouge également une dizaine d'années d'avant. Les protéines tau bougent également une dizaine d'années d'avant. Et celui qui bouge sûrement le plus tôt, c'est les fameuses plaques amyloïdes, les dépôts amyloïdes, qui se développent une vingtaine d'années d'avant. 20 à 25 ans dans certaines situations. Et à partir de ces éléments-là, il y a toute une cascade qui a été modélisée de la maladie d'Alzheimer, où finalement l'élément que l'on connaît quand on pense à la maladie d'Alzheimer sont les éléments les plus tardifs. On va dire, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer, il va vous dire c'est quelqu'un qui a des difficultés de la mémoire et qui n'est pas autonome. Mais tout ça, ça apparaît 30 ans après le début du développement de la maladie. C'est finalement une maladie d'évolution assez lente. C'est une des maladies neurodégénératives les plus lentes. Mais bien en amont de ça, on a effectivement l'atrophie cérébrale des structures temporales internes et puis surtout tout ce qui est protéines amyloïdes qui s'accumulent à un stade préclinique, je vous disais, environ 15 à 20 ans, l'apparition des premiers symptômes cliniques. Tout ça a fait évoquer aux Nord-Américains. Alors, ils ont un peu, en quelque sorte, ils copient les oncologues, à minima, avec cette classification, qui est une classification qui s'appelle la classification ATN. Alors, ils l'ont révisé, c'est le début, c'est pas encore aussi raffiné qu'en oncologie, mais chaque lettre correspond à un pilier biologique de la maladie d'Alzheimer. A pour l'amyloïde, T pour tau, N pour les marqueurs de neurodégénérescence, comme l'atrophie en IRM ou l'hypométabolisme cérébral. Et ça permet de décrire à minima biologiquement dans quel contexte le patient a. Mais pour les Nord-Américains, être A+, T+, N+, c'est la même chose chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs et chez quelqu'un qui n'en a pas, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'on manque encore un peu de recul sur l'évolution de ces personnes qui vont bien et qui ont des biomarqueurs positifs. Donc il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'ils ont une maladie d'Alzheimer préclinique quand ils ont uniquement les biomarqueurs positifs. Et puis il y a ceux qui disent que ce sont des patients à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est plutôt la mouvance, on va dire, européenne. Mais de plus en plus, les patients sont décrits selon leur statut, on va dire, biologique, de manière indépendante de la clinique, alors que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est biologique et clinique. Alors, les éléments que nous, on a en pratique de tous les jours pour faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est principalement la ponction lombaire, puisque c'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui, de recueillir, on va dire, les critères biologiques de la maladie avec le plus de précision. En fait, ça nous permet de doser deux des protéines qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer, à la fois la fameuse protéine amyloïde, qui s'agrège et qui fait des plaques et qui se dépose dans le cerveau, à la fois la pathologie tau, et également, on a des marqueurs de neurodégénérescence. Donc avec cette ponction lombaire, on peut permettre de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Alors moi, c'est évidemment quelque chose que je fais très régulièrement dans ma pratique. Et la question qui est tout à fait légitime, qui est posée par les patients, c'est « mais pourquoi ? Qu'est-ce que je vais en faire de ça ? Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ça ? Et vous pouvez en faire que
Si votre souhait, c'est de participer à la recherche, le fait d'avoir un diagnostic de précision avec des éléments biologiques vous y permettra. Deuxièmement, vous avez le droit de le savoir. Donc si c'est votre souhait de le savoir, on peut vous accompagner dans un diagnostic de précision. Et puis, il y a des patients qui veulent savoir pour organiser leur vie. Un patient isolé, sans famille, qui peut décider d'un rapprochement familial. Il y en a, il le verbalise comme ça. Il dit « je veux savoir parce que mes enfants, ils habitent dans le Nord, je veux savoir si je dois me rapprocher d'eux ». Donc, on peut se poser effectivement des considérations un peu éthiques par rapport à ces diagnostics où on n'a pas de thérapeutique, mais en quelque sorte, ce que l'on peut proposer aux patients dans ces contextes-là dépasse aussi un peu le cadre du médicament. Puis pareil, ça aussi c'est une question éthique on ne peut pas tout aborder, mais la conduite automobile chez ces patients-là est aussi une vraie interrogation, hein, et c'est très complexe aussi. En plus de ces biomarqueurs dans le liquide céphalorachidien que l'on peut faire, et notamment chez les patients qui ont une contre-indication à la ponction, hein, donc soit le plus souvent des patients anticoagulés, hein, parce que c'est quand même la raison principale, on reste dans une pathologie de la personne âgée, on a la possibilité de faire une TEP amyloïde de manière assez récente, hein, parce que l'AMM européenne est arrivée en 2017, et on l'a fait en France uniquement depuis 2 ans. Parce que les agences, au niveau réglementaire, nous ont dit « vous êtes bien gentils, mais diagnostiquer une maladie qu'on ne sait pas soigner avec un examen qui coûte aussi cher, on n'est pas forcément d'accord ». Donc finalement, ils nous ont laissé, après 5 années de discussion, le faire, mais uniquement chez les patients qui ont des contre-indications à la ponction lombaire. Ce qui est mieux que rien. Il existe des critères aussi pour l'utilisation de la TEP amyloïde. Alors je vous l'ai mis parce que c'est un article qui est assez représentatif quand même d'une dérive potentielle que l'on pourrait avoir avec ces biomarqueurs. C'est un article écrit par des Nord-Américains. Et vous voyez, ce qui est intéressant de lire, c'est les critères inappropriés. Vous voyez quand même que maladie probable de plus de 65 ans. Donc déjà, on élimine toutes les personnes âgées, on ne peut pas leur faire cet examen. Pourquoi ? Je suis désolé, une personne avec une maladie d'Alzheimer à 66 ans, elle a le droit de le savoir, elle a le droit d'être diagnostiquée et elle a le droit de bénéficier aussi des soins qu'on peut lui apporter. Également, utilisation à des fins non médicales. On peut se poser la question, hein, effectivement, pour des raisons d'assurance, d'emprunt, d'embauche, faire cet examen. Alors là encore, on parle d'une TEP amyloïde, mais là, au moment où je vous parle, pour la première fois de mon activité professionnelle, j'ai fait le dosage sanguin d'un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer. Donc ça y est, c'est arrivé. Et on sait à quel point un dosage sanguin, c'est quand même plus facile à faire qu'une ponction lombaire ou qu'une TEP. Donc ces éléments de considération éthique, on va y être en plein dedans, parce qu'encore jusqu'à présent, la ponction lombaire, les biomarqueurs, ce sont des médecins qui ont quand même plutôt une expertise dans les pathologies neurocognitives qui l'utilisent. Mais le biomarqueur sanguin, ça peut être n'importe qui. Ça peut être c'est pas n'importe qui, mais le médecin traitant peut l'utiliser larga manu. On s'attend quand même beaucoup à recevoir des personnes qui vont très bien et qui se plaignent qu'elles sont juste anxieuses parce qu'il y a des antécédents dans la famille et qui vont arriver avec un biomarqueur positif. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Pas grand-chose. Donc on voit bien à quel point il peut y avoir des dérives assez faciles. Alors, l'intérêt par rapport potentiellement au diagnostic précoce, c'est qu'il va y avoir des nouveaux traitements. Alors, au cours de ces quelques dernières années, il y a 3 anticorps monoclonaux anti-amyloïdes qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Le lecanemab, l'EMA a émis un avis favorable en novembre dernier.
mais avec des restrictions par rapport à nos amis nord-américains. C'est-à-dire que la population qui va pouvoir en bénéficier sera beaucoup plus restreinte à cause des effets, notamment à cause des effets indésirables. Et on voit bien que ça, je ne sais pas, le fait que ce soit une maladie d'une grande fréquence est quand même problématique avec ces traitements qui sont potentiellement très coûteux. Et je pense que ça impacte, qu'on le veuille ou non, les décisions réglementaires. Le lecanemab, là, pour vous dire, on a eu un premier avis, c'était en juillet de l'année dernière. Et le premier avis, alors que dans tous les pays, ça a été accepté pour le moment, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Grande-Bretagne, en Israël, partout où le laboratoire a fait la démarche d'une autorisation, partout il a été accepté. En Europe, en juillet dernier, premier avis négatif. Trop d'effets indésirables. Une réévaluation du dossier est demandée par le laboratoire. Et deuxième avis, en novembre dernier, avis favorable, mais pas chez les anticoagulés et pas chez les homozygotes APOE4 porteurs qui représentent à peu près 10 à 15% des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et après cet avis favorable de novembre, la Commission européenne a redemandé que l'EMA confirme son avis favorable pour être sûr. Donc vous voyez à quel point les choses, on voit qu'on touche à quelque chose qui peut interroger quand même. Est-ce que c'est parce que c'est une maladie fréquente ? Est-ce que c'est parce que c'est une maladie qui est liée à l'âge ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des considérations médico-économiques sous-jacentes ? Je pense que tout ça joue. Après, ces traitements ne sont pas des traitements curatifs. Loin de là. On est sur des traitements qui vont uniquement ralentir la maladie, mais on peut se poser la question. En tout cas, ces traitements, ils seront disponibles uniquement chez les personnes qui vont être symptomatiques, avec des symptômes légers, à un stade débutant, mais avec une expression clinique de la maladie. On sait, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tout à fait en mesure aujourd'hui de pouvoir faire le diagnostic de cette maladie à des stades précliniques. Eh bien, il existe aujourd'hui des essais thérapeutiques en cours chez les patients qui vont très bien sur le plan intellectuel, qui sont considérés comme cognitivement intacts et que l'on traite avec des médicaments qui ont une potentialité d'effets secondaires. Si vous regardez dans la population, en fonction de l'âge, le pourcentage de patients chez des sujets normaux qui ont une signature amyloïde, c'est-à-dire qui ont soit une ponction lombaire positive, soit une TEP amyloïde positive. Vous voyez que ça représente 15% de la décade 70-79. Ça veut dire que 15% des personnes âgées entre 70 et 80 ans qui intellectuellement fonctionnent bien ont des dépôts amyloïdes dans la tête et sont donc à risque de développer cette maladie. La question, c'est qu'on ne sait pas quand. Parce que quand on est positif pour de l'amyloïde, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce de fenêtre temporelle d'une vingtaine d'années. On ne sait pas si on est au début ou si on est à la fin. Si ça se trouve, la maladie, on va la développer 20 ans plus tard. Et avoir un marqueur amyloïde positif à 80 ans, je ne dis pas que ce n'est pas grave de développer une maladie d'Alzheimer à 100 ans, mais on a vécu une belle vie avant. Par contre, on ne sait pas si on ne va pas la développer 6 mois après. On ne sait pas à quel moment on se trouve. Donc ça, il y a une imprécision qui est quand même majeure par rapport à ça. On a un vrai problème aussi, on dit ce patient a une maladie d'Alzheimer préclinique, mais finalement, comme on fait tout le temps en médecine, on binarise nos biomarqueurs en disant ça c'est positif, ça c'est négatif, alors qu'on est clairement dans un process qui est continu. Donc on se trompe et il y a une vraie problématique dans les seuils que l'on utilise. Pareil, le risque, on ne sait pas bien l'évaluer. Ce sont des marqueurs diagnostiques, mais ce ne sont pas des marqueurs pronostiques. Donc on ne sait pas quand ils vont développer la maladie et à quelle vitesse ils vont la développer. Et puis, quand même, il peut y avoir un impact qui est non négligeable. C'est quand même une sacrée épée de Damoclès, quoi. Si on vous dit à 65 ans, vous avez un biomarqueur positif et que vous allez bien, c'est clairement pour ça qu'aujourd'hui, il est
recommandé par toutes les instances de ne pas faire ces biomarqueurs chez des personnes qui ont un bilan cognitif on va dire, qui peut être considéré comme normal. Donc vous voyez, pour vous illustrer un peu le caractère un peu difficile de la détection et de l'interprétation, vous voyez, alors ça ne représentait pas beaucoup de patients, mais chez 36 patients qui ont bénéficié d'une TEP amyloïde, il y en a à peu près 1 sur 4 qui était dans la fameuse zone grise, où on ne sait pas. C'est peut-être positif, c'est peut-être négatif. Donc c'est quand même véritablement une problématique. En tout cas, ces sujets cognitivement intacts avec des biomarqueurs positifs sont aujourd'hui une des cibles de la recherche thérapeutique. Il est vrai qu'un des trucs quand même que l'on a appris de ces 20-25 dernières années dans le champ de la recherche thérapeutique et la maladie d'Alzheimer, c'est que si on agit trop tard, c'est quand même râpé. Guérir, on n'est pas prêt de le faire. Ralentir, on va savoir le faire et on sait presque le faire avec les anticorps. Le Graal, pour moi, le mieux qu'on pourrait obtenir aujourd'hui avec ce que l'on sait de la maladie, c'est une stabilisation. Donc évidemment que si on stabilise, il y a un enjeu de diagnostic le plus précoce possible, c'est l'évidence. Donc ces sujets cognitivement intacts, vous l'avez compris, représentent une cible large, c'est la potentialité d'une intervention précoce, mais c'est pareil. Le déclin cognitif, il est extrêmement lent. Donc vous imaginez, s'il faut bénéficier d'une injection mensuelle d'un anticorps qui coûte je ne sais pas combien pendant 30 ans pour ne pas développer la maladie, ça peut poser un certain nombre de questions. Malgré tout, la recherche a commencé. La première étude, c'est l'étude A4, où ce sont les Nord-Américains qui ont traité des sujets normaux sur le plan intellectuel avec une TEP amyloïde positive. Ils les ont traités pendant 4 ans avec des anticorps. Ce sont pas pendant 4 ans. Et ils les ont cherchés comme ils font aux États-Unis. Ils ont ouvert le bottin et ont dit vous êtes intéressés, ils venaient faire leur TEP amyloïde, leur bilan cognitif, et s'ils étaient d'accord, ils étaient injectés pendant 4 ans. Donc cette première étude, elle a eu lieu, on a les résultats, elle est négative. Deuxième étude, spécifiquement, et je pense qu'il pose beaucoup moins de questions quand même sur le plan éthique, ce sont les patients qui, certes, n'ont pas de symptômes cliniques de leur maladie, mais qui ont une mutation causale dominante de la maladie. Donc, ils vont développer la maladie. Donc ça, on a 2 études avec l'API-STUDY et l'étude Diane qui, pareil, ont évalué la possibilité d'anticorps monoclonaux anti-amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer génétique. Ces études ont été négatives. Il est à noter que jusqu'à présent, toutes les études au stade préclinique de la maladie, à l'exception de l'étude Diane, ont été rejetées par tous les CPP français. Parce que manque de données quand même sur le caractère évolutif et la certitude que les patients vont développer ultérieurement la maladie. Cette étude-là, c'est la seule finalement où a priori le CPP, ça semble bien parti. C'est pareil, c'est une thérapie. Donc ça, on va pouvoir le faire en France, chez des sujets, avec un antitau. Donc là, ce n'est pas un anti-amyloïde, ça cible l'autre protéine. Donc, ce sont des sujets cognitivement normaux avec un examen tau positif. Donc celui-là, on devrait pouvoir le faire en France. En tout cas, tout ça, on imagine en tout cas que si demain on a un traitement au stade préclinique de la maladie, il va falloir qu'on ait le biomarqueur le plus facilement accessible, le moins coûteux, le moins invasif pour pouvoir détecter la maladie le plus précocement possible. Alors il y a les biomarqueurs sanguins. Et puis avec le docteur Payou, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, on essaie de développer des marqueurs de pupillométrie chez les patients. On sait que la pupillométrie, elle est très liée à une petite partie du cerveau, vous voyez, qui est juste ici, qui s'appelle le locus ceruleus, qui est l'unique zone du cerveau qui décharge de la noradrénaline et qui est le dépôt le plus précoce dans la maladie d'Alzheimer des dépôts de la protéine tau. Donc on a en droit d'imaginer qu'on est sur quelque chose d'extrêmement précoce.
Donc on est en train de, enfin on va commencer à étudier ça, puisque le CPP, là, pour la peine, est d'accord. Et donc on va proposer à une centaine de sujets de la cohorte Inspire, qui est une cohorte que nous avons sur le Gérontopole à Toulouse, d'évaluer cette pupillométrie, la TEPTO, chez des patients qui vont strictement bien sur le plan intellectuel, et on va évaluer un peu en fonction des résultats l'évolution cognitive ultérieure. Je vous passe les détails de cette étude. Juste pour finir, quelques éléments. Je vous ai dit qu'on allait avoir un nouveau traitement, a priori. Je pense en fin d'année, ce sera un anticorps, vous l'avez compris. Et vous avez compris que dans les études, il y a énormément de critères d'exclusion qui, comme ça, subjectivement, nous font penser qu'on ne va pas pouvoir le proposer à nos personnes âgées. Eh bien, c'est quand même un biais cognitif important de le croire, parce que c'est quelque chose que l'on a vérifié dans nos cohortes de personnes âgées. Donc on a une cohorte qui s'appelle Coq-Frail, c'est des sujets fragiles, avec une difficulté cognitive, qui sont assez multimorbides, qui sont assez polymédiqués. Et on a regardé dans cette patientèle-là quel était le pourcentage de patients qui répondaient à l'éligibilité de ces anticorps, et on est à 22%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus d'une personne âgée sur 5 qui pourtant présente une fragilité physique importante, qui pourrait tout à fait être redevable de la prescription de ces traitements. Et on voit que c'est loin d'être ridicule, 22%, parce que dans la majorité des études où aux États-Unis ils ont commencé à administrer ces traitements, en général, il y a 10% des patients qui sont éligibles. Donc on est largement, très largement dans les clous. Autre dernier élément que je discutais, et puis je m'arrêterai là-dessus, c'est que c'est la mouvance, c'est la prévention. Donc de plus en plus de structures se développent avec des intitulés divers et variés, qui sont des services de santé cérébrale. Donc l'objectif de ces services-là, c'est de s'adresser à des patients, même à des personnes non malades, et d'évaluer leur risque ultérieur de développer la maladie d'Alzheimer ou une pathologie cognitive d'une manière générale. Et dans ces structures-là, les marqueurs qui jouent un rôle central, ce sont les biomarqueurs sanguins. Il va y avoir un vrai enjeu éthique dans la manière vont être déployés ces biomarqueurs-là. Là, on est vraiment au tout début. Moi, je vous dis, c'est la première fois que j'en ai fait un en pratique clinique, c'était hier. Et pour le moment, on le fait de manière conjointe aux biomarqueurs du liquide céphalorachidien chez les patients qui ont une ponction lombaire. Mais on sait déjà, et moi ça m'est déjà arrivé d'être confronté à des patients qui avaient envoyé un tube de leur sang dans un autre pays pour faire des biomarqueurs et qui venaient me voir avec les résultats et qui me disaient, vous en pensez quoi? Donc ça risque d'être des démarches qui vont être beaucoup plus fréquentes, qu'il va falloir essayer d'encadrer au mieux. Et finalement, plus on va être en mesure de diagnostiquer, plus on va se confronter à ce genre de problèmes qui sont des véritables enjeux sur le plan effectivement médical, mais aussi éthique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci. Et on peut prendre quelques questions, évidemment. C'est vrai que c'était clair, mais... Attendez, j'arrive. C'est aussi pour... Alors déjà, ce qui m'a surpris dans le début de la présentation, c'était de déterminer les éléments qui vous font penser que les patients ont compris leur inclusion dans un essai clinique, qu'ils ont compris l'enjeu, etc. Et bon, on fait beaucoup d'essais cliniques ici à l'IUCT et je ne suis pas vraiment sûre que des patients qui sont parfaitement corrects cognitivement et qui rentrent dans nos essais cliniques, ils peuvent répondre à toutes les questions. Donc c'est un peu, Ça focalise notre attention parce qu'on s'adresse à une patientèle, mais il est clair que ça concerne tout le monde. Tout le monde. Alors nous, entre guillemets, l'avantage, c'est que lors de la participation à un programme de recherche clinique, ça je ne pense pas que ce soit la même chose, mais le patient signe
et le coparticipant signe aussi. Ouais. Alors le coparticipant, il signe pour lui, parce qu'on lui pose des questions sur le fonctionnement du patient dans le cadre de l'étude, notamment par rapport à son autonomie et aux actes de la vie quotidienne. Mais je crois que le fait, malgré tout, que l'époux ou l'épouse signe lui-même un consentement est un élément qui rassure énormément, peut-être à tort, le patient. Il y a beaucoup de patients qui participent à l'étude parce que le conjoint, il veut que le patient participe à l'étude. Et ça, c'est un vrai problème. Autant des fois, c'est le contraire, autant c'est quand même une situation qui arrive très, très fréquemment. Après, ça pose un vrai problème. C'est un avantage parce que ça rassure beaucoup le patient, mais ça pose un vrai problème sur le plan éthique parce que du coup, nos patients isolés ne peuvent pas participer à la recherche. Donc, il y a une inéquité. Il y a une inéquité qui est majeure. Et surtout que les critères dans les essais sont extrêmement rigides. Il faut que l'accompagnant passe un certain nombre d'heures par jour, tel nombre de jours par semaine, et sinon il ne peut pas être considéré comme coparticipant. Et j'ai une deuxième question, mais après je ne vais pas monopoliser, bien sûr les autres vont prendre. Vous parlez du problème que beaucoup de gens vont envoyer des échantillons sanguins à l'étranger pour avoir le dosage des marqueurs. Évidemment, enfin, je veux dire, quand on voit ça, on se dit, mais demain je le fais. C'est plutôt que parce que la ponction lombaire, ça ne fait pas rêver quand même. Donc, bien fait, ça se passe bien. Oui, mais ça ne fait pas rêver quand même. Non, donc, ça fait pas rêver quand même. Un petit tube de sang, c'est plus simple. Et vous n'avez pas parlé de la génétique, parce que nous, on se retrouve en génétique avec une pression des laboratoires en dehors de nos frontières, illégaux, oui, bien sûr, où les gens vont se faire analyser, enfin, vont se faire des analyses de leurs caractéristiques génétiques, et dont la fameuse ApoE4. Et alors, là, la génétique, visiblement, c'est plus un critère aussi. Alors, la génétique, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, je crois qu'on peut le différencier. Il y a deux éléments importants. Il y a les mutations causales dites dominantes, qui sont quand même extrêmement rares. Ça représente 0,1% des patients avec une maladie d'Alzheimer. Et en général, ce sont des patients qui développent la maladie vers l'âge de 45-50 ans. Donc cela, on le recherche, en tout cas on propose à tous nos patients de faire ces recherches de mutations causales à partir du moment où ils ont moins de 65 ans. Et il y a une recherche spécifique sur le plan thérapeutique, vous l'avez vu, et pour les descendants de personnes qui ont une mutation causale, eh bien, il y a du conseil génétique qui est tout à fait possible. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Après, il y a les facteurs de risque génétique de la maladie, dont fait partie la polypoprotéine E4. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que les recommandations nous disent « vous ne devez pas le faire pour faire le diagnostic ». Mais là, on est face à un bouleversement pour nous, parce qu'il y a 3-4 mois, l'Agence européenne du médicament nous a dit « vous ne pourrez pas traiter les patients qui sont ApoE4 homozygotes ». Et pourquoi ? Parce qu'ils développent beaucoup d'effets indésirables, parfois graves. En fait, ils font des hémorragies cérébrales et des œdèmes cérébraux. Donc, ces homozygotes, on ne les traitera pas. Donc, moi, depuis que l'Agence européenne du médicament nous dit ça, je les génotype tous. Tous les patients qui potentiellement sont éligibles à avoir le lecanemab et qui sont motivés pour venir de manière bimensuelle à l'hôpital se faire perfuser, qui ont déjà un peu compris quel était l'enjeu, que ce n'était pas un traitement curatif, qui ralentissait uniquement et qui a fait des effets indésirables. Mais s'ils ont à peu près déjà compris ça, je leur explique qu'ils pourront être éligibles que s'ils n'ont pas cette mutation génétique. On fait le génotypage, et en général, ils sont souvent accompagnés de leurs enfants. Et je spécifie aux enfants qu'il n'y aura pas de conseil génétique si c'est positif chez leur papa ou leur maman, parce que ce n'est pas une mutation causale. Donc c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, mais qu'on refait énormément. Pour tout vous dire, il y a 2 semaines, j'ai reçu un message de la MCUPH qui est responsable du génotypage sur l'hôpital. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Delrieux? Pourquoi vous nous envoyez autant de génotypage? Donc on a rediscuté un petit peu de tout ça. Les patients le comprennent très bien et les enfants ont compris que voilà, il n'y avait pas de besoin de conseil génétique. L'ApoE4, c'est 20% en hétérozygotie de la population générale. Donc on est plusieurs dizaines à être ApoE4 dans cette salle. Et 2% de la population générale est homozygote.
Donc il doit y avoir un homozygote dans la salle aussi. Je suis désolé. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus fréquent chez les patients Alzheimer, mais ça reste quelque chose de tout à fait possible chez des sujets qui vont très bien. Et est-ce que le gouvernement fait une petite réserve financière pour payer Ça va Là, pas. actuellement, on va... En fait, on a fait tout un une stimulation de ce que ça va coûter oui, dans 5 ans. Alors, il commence à y avoir des études médico-économiques. Pour nous, c'est une révolution parce que on va avoir un traitement, mais le traitement en lui-même n'aura pas une efficacité révolutionnaire. Il est plus révolutionnaire parce qu'il arrive et qu'il impacte et qui dynamise une filière cognitive qui était un peu morose sur le plan thérapeutique. Aujourd'hui en France, on est à 1 million à peu près de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Je pense, et dans toutes les estimations que l'on fait, on pense que la première année, on traitera entre 1000 et 1500 sujets. Ah oui, il y a un gros delta. Tu veux poser une question? Je le garde. C'est pas tant une question, mais un peu de commentaires. Donc, les comédiens qu'elle fait, le personnage Thor dans Marvel, ça va vous aider beaucoup parce qu'elle elle met dans les publics tous ces éléments. Donc, j'imagine que vous aurez dû avoir pas mal des appels après que les nouvelles s'étaient épargnées. Je vois beaucoup de parallélismes. Avec je suis oncologue médical et j'ai fait de la recherche clinique des essais précoces. Et il y a un grand parallélisme avec la maladie métastatique. On essaye de ralentir ou retarder une échéance. Et après, donc je crois qu'il est par rapport au design des essais cliniques, il y a beaucoup de dialogues à faire. Et c'est ce qui nous empêche à nous, au niveau de l'inclusion des patients avec des problèmes cognitifs dans les essais d'oncologie, c'est les critères de compréhension. Et les critères de compréhension sont très difficiles, même pour le patient en un excellent état de santé cognitive. Mais il y a un problème de représentation. Après, il y a toujours la problématique, est-ce que si je donne un traitement péros, est-ce qu'elle sera capable de les prendre de la façon qu'on doit les faire? Donc on doit se limiter parfois avec des traitements par des perfusions, parce que là c'est contrôlé par quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est très intéressant, je vous remercie pour la description de votre quotidien au niveau de la recherche en Alzheimer. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter ou poser une question? Bon, ben on va vous remercier beaucoup, docteur Adèle Rieu. Bonne journée. Merci. Bon, vous l'avez un peu plombé, peut-être. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Ça vous convenait? Il y avait du monde quand même. Oui, c'est très bien. On est monté à 100. Super.